La pauvre employée a répondu à un appel en arabe, sans se douter que le PDG millionnaire venait d'arriver. Il est tombé éperdument amoureux d'elle. Yasmina Haddad, 29 ans, se leva tous les matins à 6h30, bien avant que les rues du 16e arrondissement de Paris ne se remplissent de pas pressés et de voitures élégantes. Elle enfile son uniforme bleu marine, lisse son voile avec soin devant le petit miroir ébréché de sa chambre de bonne et descend les 6 étages à pied, évitant l'ascenseur principal pour ne pas croiser les résidents. Le hall du numéro 24 de l'avenue Victor Hugo brille déjà sous la lumière des lustres de cristal. Le portier lui adresse un léger signe de tête, auquel elle répond par un sourire poli. Elle traverse le marbre silencieux du rez-de-chaussée et insère discrètement sa clé dans la porte de l'appartement 6B. Il est 7 heures précises et la journée de travail commence. À l'intérieur, le silence règne. L'appartement est spacieux, décoré dans un style haussmannien élégant, avec des moulures dorées et des tapis orientaux qui amortissent chacun de ses pas. Le propriétaire, Étienne Morel, est en déplacement depuis 3 semaines. Ce matin-là, Yasmina commence par le bureau. Elle ouvre les volets, aère la pièce et ajuste les stores pour que la lumière entre sans agresser les yeux. Le bureau d'Étienne est ordonné, presque impersonnel. Un grand bureau en acajou, une bibliothèque remplie d'ouvrages en anglais, en arabe et en français, et un téléphone fixe ancien posé au coin du meuble. Elle nettoie minutieusement, déplaçant à peine les objets, toujours avec cette précision discrète qui la caractérise. Elle s'arrête un instant devant la fenêtre, regardant les toits de Paris se teinter d'or sous les premiers rayons du soleil. Personne ne sait que Yasmina a un diplôme universitaire en économie et relations internationales obtenu à Lyon. Personne ne lui a jamais demandé. Son français est impeccable, son arabe littéraire, fluide, et son anglais, affûté par des années de lecture nocturne. Mais ici, rien de cela n'a d'importance. Dans cet appartement, elle est juste la femme de ménage, une parmi tant d'autres. Elle l'a acceptée, pour l'instant. Alors qu'elle replace un cadre légèrement penché sur l'étagère, un bruit inattendu la fait sursauter. Le téléphone fixe, celui que personne n'utilise jamais, se met à sonner. Le son est grave, presque anachronique, tranchant le silence matinal avec une autorité étrange. Yasmina fronce les sourcils, hésite. Elle regarde autour d'elle comme si une autre personne pouvait surgir et lui dire quoi faire. Mais elle est seule. Le téléphone sonne encore. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 5e sonnerie, elle tend la main presque à contre-cœur et décroche lentement. Elle ne dit pas un mot, attend que la voix de l'autre côté se manifeste. Un souffle, puis des mots rapides, précipités. En arabe. « Allô? Qui est-ce » demande-t-elle enfin, hésitante. Ce qui suit est confus. Une voix masculine, pressée, s'emballe dans une série de phrases qu'elle comprend, mais qui semblent n'avoir aucun sens dans ce contexte. Il parle d'un contrat, d'un accord repoussé, d'une réunion qui doit être confirmée avant midi. Il mentionne un nom qu'elle ne connaît pas et insiste pour avoir une réponse immédiate. Yasmina tente de répondre calmement, expliquant qu'il doit y avoir une erreur, qu'elle n'est pas la personne attendue. Mais l'homme continue, comme s'il ne l'écoutait pas, comme si sa réponse n'importait pas. Elle note les détails par automatisme. Heure, lieu, nom de la société. Puis, la ligne se coupe brusquement. Elle reste un instant figée, le combiné encore à l'oreille, les mots résonnant dans sa tête. Elle repose lentement le téléphone, le cœur battant plus fort que d'habitude. Elle sait qu'elle n'aurait pas dû répondre, que ce n'était pas son rôle. Mais comment aurait-elle pu prévoir? Elle se retourne pour reprendre le nettoyage, espérant que cette étrange interruption ne sera qu'un souvenir flou d'ici quelques heures. Mais à peine a-t-elle fait un pas que son sang se glace. Un homme se tient dans l'embrasure de la porte, silencieux, les bras croisés. Il l'observait depuis combien de temps? Le silence dans la pièce devient pesant, suspendu, dans le regard figé entre Yasmina et l'homme qui vient d'apparaître. Elle recule d'un pas, le souffle coupé, sa main cherchant instinctivement le chiffon qu'elle avait posé sur le bureau, comme si cet objet insignifiant pouvait lui redonner contenance. L'homme est grand, mince, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés, et ses vêtements, un manteau de laine sombre sur un costume bien taillé, trahissent une élégance discrète. Il ne parle pas tout de suite. Il la fixe, le regard pénétrant, curieux, sans colère apparente. Yasmina prend une inspiration profonde. Elle devine immédiatement qui il est. Étienne Morel, le maître des lieux,
revenu sans prévenir. Il n'y a pas d'autre explication. Aucun visiteur n'entrerait ainsi sans être annoncé. Aucun inconnu n'aurait cette aisance tranquille en pénétrant un appartement si protégé. « Vous avez répondu au téléphone », dit-il enfin, la voix calme, posée, sans reproche. Elle hoche la tête, incapable de parler, sa gorge nouée. Le ton de sa voix n'est pas menaçant, mais le fait qu'il l'ait surprise en train de répondre à un appel qui ne lui était pas destiné l'ébranle. Elle craint pour son emploi, pour sa discrétion toujours si précautionneuse, pour ce fragile équilibre qu'elle s'efforce de maintenir chaque jour. « Ce n'est pas votre habitude, continue-t-il toujours immobile. D'habitude, vous êtes presque invisible. Mais ce matin, j'entends ma ligne fixe sonner, un son que je n'ai pas entendu depuis des mois. Et je vous trouve en train de parler arabe, couramment, rapidement, et si je ne me trompe pas, avec beaucoup d'assurance. » Yasmina baisse les yeux. Le rouge lui monte aux joues, mais elle se force à garder le contrôle. Elle refuse de baisser complètement la tête. Il ne l'a pas encore accusée, il n'a pas haussé la voix. Peut-être que tout n'est pas perdu. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle doucement. « Je pensais qu'il s'agissait d'un appel important. » Il insistait et je n'ai pas réfléchi. Il s'avance de quelques pas puis s'appuie contre le bureau, croisant les bras. Et vous avez parfaitement compris ce qu'il disait, sans hésitation. Vous avez répondu comme si vous aviez l'habitude de ce genre de conversation. Il parlait de quoi exactement? Elle hésite. Elle pourrait mentir, prétendre qu'elle n'a pas tout saisi. Mais ce serait inutile. Il a tout entendu. Elle sent, dans sa posture, dans la précision de ses mots, qu'il n'a rien manqué. Elle décide donc de dire une partie de la vérité, celle qui ne trahit pas entièrement ce qu'elle cache. L'homme parlait d'un contrat, d'une réunion à organiser avant midi. Il semblait croire que j'étais une autre personne. Il ne m'a pas laissé le temps d'expliquer. Et vous avez noté les détails. Elle acquiesce, tendant le petit carnet qu'elle garde toujours dans la poche de son tablier. Il le prend sans un mot. Lit les lignes qu'elle a griffonnées à la hâte, les sourcils légèrement froncés. Lorsqu'il relève les yeux, son regard a changé, plus intense. Pas suspicieux, mais clairement intrigué. « Où avez-vous appris à parler arabe comme ça ?» Cette question, elle ne l'avait pas prévue. Elle s'attendait à des reproches, à une menace de licenciement, voire à un simple « merci, vous pouvez retourner à votre travail ». Mais pas à cela. Elle sent le piège dans la douceur de la question, dans la curiosité voilée d'une simplicité calculée. Elle choisit la prudence. « Chez moi. Mes parents sont algériens. C'est la langue de notre maison. » Non. Ce n'est pas ce genre d'arabe. Pas celui qu'on parle à la maison, entre deux repas. C'est un arabe professionnel. De la diplomatie, des affaires. Vous avez vécu ailleurs? Elle lève les yeux vers lui, surprise par la précision de son analyse. Ce n'est pas seulement un héritier oisif qui occupe un grand appartement parisien. Il est manifestement cultivé, attentif, et il ne lâchera pas facilement. Elle décide de ne pas répondre. Pas pour mentir, mais pour préserver ce qu'il lui reste de contrôle sur la situation. Elle recule d'un pas. « Je suis désolée d'avoir répondu, monsieur. Je ne voulais pas interférer dans vos affaires. » Elle s'apprête à se détourner, à reprendre son balai et son silence, à se fondre à nouveau dans les plis invisibles de cette maison. Mais il l'arrête par une phrase inattendue. « Peut-être que j'ai plus besoin de vous que vous ne le pensez. » Elle se fige, le cœur battant. Elle ne se retourne pas tout de suite. Ces mots, jetés comme une évidence, pèsent bien plus qu'une simple observation. Ils résonnent en elle comme une promesse voilée, ou peut-être un test. Elle ne sait pas s'il parle sérieusement, s'il la provoque, ou s'il vient de comprendre d'un seul coup que la femme qu'il croyait transparente ne l'est pas du tout. Elle se retourne lentement. Il la regarde toujours, mais cette fois avec une lueur différente dans les yeux. De la considération, peut-être même une forme de respect. Elle incline la tête brièvement, puis quitte la pièce sans ajouter un mot. Mais alors qu'elle ferme la porte du bureau derrière elle, une pensée persistante la hante. Ce simple appel, ce moment d'hésitation, vient peut-être de tout changer. Étienne Morel n'était pas attendu avant la fin de la semaine. C'était ce que son assistante avait indiqué dans le dernier message. Il était supposé assister à une série de conférences à Doha, rencontrer un potentiel partenaire financier à Manama et s'accorder quelques jours à Oman. Yasmina connaissait ce calendrier presque aussi bien que les dates de ramassage des ordures de l'immeuble. Et pourtant, il était là, ce matin-là, revenu sans bruit, sans prévenir, comme
un acteur surgissant sur scène avant l'heure. Après leur échange dans le bureau, elle s'était réfugiée dans la cuisine, prétextant la vaisselle de la veille, bien qu'elle l'eût déjà nettoyée. Ses mains tremblaient à peine, mais son esprit tourbillonnait. Ce qu'elle avait craint depuis longtemps, être remarquée, venait de se produire, et de la manière la plus inattendue possible. Étienne, lui, s'était enfermé dans le bureau. Elle avait entendu le déclic de la serrure, chose rare. D'ordinaire, il laissait tout ouvert, confiant. Peut-être avait-il besoin de réfléchir, de comprendre ce qu'il venait de voir. Peut-être relisait-il les notes qu'elle avait prises, tentant de faire coïncider cette Yasmina effacée avec celle qu'il avait surprise au téléphone. 2 heures plus tard, il était ressorti, sans un mot. Il avait pris un café dans le salon sans lui demander de le préparer et était reparti. Elle l'avait entendu claquer la porte d'entrée, descendre l'escalier lentement, comme s'il cherchait à prolonger l'instant. Il ne lui avait laissé aucune consigne, aucun reproche, aucun signe de colère ou de gratitude. Le lendemain, à 9 heures, il était de retour. Il entra avec ses clés, salua le concierge d'un ton neutre et traversa le hall sans s'arrêter. Lorsqu'il ouvrit la porte de l'appartement, Yasmina était en train de repasser du linge dans le couloir. Elle se redressa immédiatement, surprise de le voir à une heure aussi matinale. Il la salua d'un simple « bonjour », puis la regarda, avec insistance. « Vous avez un moment ?» demanda-t-il sans détour. Elle le suivit jusqu'au salon où il s'installa dans un des fauteuils en cuir près de la bibliothèque. Elle resta debout, droite, les mains croisées devant elle, attendant la suite. Il la fixa un moment comme pour sonder sa réaction, puis prit la parole. « Vous êtes ici depuis combien de temps exactement ?»« 3 ans, répondit-elle, calmement. « Et pendant 3 ans, vous avez nettoyé, repassé, préparé les repas, sans jamais laisser entrevoir que vous étiez capable de discuter en arabe d'investissement et de contrats stratégiques ?» Elle ne répondit pas. Toute réponse aurait semblé soit vaniteuse, soit défensive. Elle préféra le silence. Pourquoi? Elle aurait pu dire la vérité. Que le travail était une nécessité après la maladie de sa mère, que les diplômes n'avaient jamais payé les factures, que Paris n'était pas tendre avec les femmes comme elle, surtout celles venues d'ailleurs, avec un nom à consonance étrangère et un accent que l'on détectait malgré tous les efforts. Mais elle ne dit rien de cela. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers lui et répondit simplement « Ce n'était pas ce qu'on attendait de moi. » Il sourit, un sourire sans moquerie, mais chargé de quelque chose d'indéfinissable. « Et vous, qu'attendiez-vous de moi? Que je ne remarque jamais ?» Elle soutint son regard sans ciller. « Exactement. » Un silence s'installa. Étienne se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, regarda Paris sous le ciel gris, puis revint vers elle. « Vous savez que je reviens du golf. J'ai rencontré des gens, j'ai discuté d'accords qui nécessitent plus qu'un bon traducteur. Et vous avez compris, dès ce coup de fil, que ce n'était pas une simple erreur de ligne. Vous avez saisi l'enjeu. Vous avez réagi comme quelqu'un qui connaît le terrain. » Elle baissa les yeux cette fois, non par honte, mais parce qu'elle ne savait pas encore s'il voulait lui tendre la main ou creuser un fossé. « Où avez-vous appris tout cela ?» insista-t-il. Elle hésita, puis, d'une voix posée, « À l'université de Lyon. J'ai étudié l'économie et les relations internationales. J'ai fait un mémoire sur les investissements transfrontaliers entre l'Europe et le Maghreb. J'ai même commencé un doctorat, avant de devoir arrêter. » Il ne posa pas de questions sur l'arrêt des études. Il hocha simplement la tête, comme s'il comprenait, comme s'il savait qu'il y avait des histoires trop lourdes pour être racontées entre un canapé et une table basse. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à cela, » dit-il en se rasseyant. « Une femme de ménage avec une telle maîtrise, une telle discrétion. Vous auriez pu chercher un autre poste. » Elle sourit, sans amertume. « J'ai cherché, mais mes lettres restaient sans réponse. Les entretiens s'arrêtaient dès que je donnais mon adresse, ou que je disais que je travaillais comme femme de ménage. Alors, j'ai arrêté de chercher. » Il passa une main dans ses cheveux, soupira légèrement, puis se pencha en avant. « Très bien. Je ne vais pas prétendre que rien ne s'est passé. Vous avez répondu à un appel important. Vous avez été à la hauteur. Et je ne peux pas ignorer cela. Je vais réfléchir à ce que je peux vous proposer. Pas comme faveur, comme opportunité réelle. » Elle le regarda avec un mélange de surprise et de prudence. Ce n'était pas une promesse, c'était une ouverture. Et dans son monde, c'était déjà énorme.
Merci, monsieur. Il se leva, prêt à partir. Appelez-moi Étienne. Après tout, vous savez déjà bien plus que la plupart de mes partenaires d'affaires. Elle resta seule dans le salon après son départ, le cœur encore agité. Elle savait que quelque chose venait de s'enclencher. Une dynamique nouvelle, incertaine, mais peut-être pleine de promesses. Les jours qui suivirent le retour imprévu d'Étienne furent teintés d'une tension sourde. Yasmina, fidèle à elle-même, poursuivit son travail avec la même précision, méticuleuse. Elle nettoyait, rangeait, organisait chaque recoin de l'appartement avec cette attention presque invisible qui la caractérisait. Mais désormais, rien n'était plus pareil. L'air semblait plus dense, les regards plus lourds, et chaque silence entre elle et Étienne prenait une ampleur inattendue. Depuis leur dernière conversation dans le salon, il n'avait rien dit de plus sur ses intentions. Il continuait à l'observer, à la saluer d'un ton poli, presque neutre, mais son regard s'attardait un peu plus. Ses mots étaient choisis avec une minutie qui trahissait une forme d'intérêt retenu. Yasmina sentait que l'équilibre, fragile qu'elle avait maintenu pendant 3 ans, menaçait de s'effondrer. Elle avait bâti sa vie à Paris sur une invisibilité maîtrisée, sur un anonymat qui la protégeait autant qu'il l'effaçait. Elle se faisait oublier volontairement, pour éviter les jugements, les malentendus, les barrières invisibles, mais omniprésentes. Ce rôle de domestique, elle l'avait accepté non par résignation, mais par stratégie. Elle préférait être sous-estimée plutôt que rejetée. Maintenant, tout était remis en question. Étienne avait franchi ce mur discret qu'elle avait érigé entre elle et le monde. Un matin, alors qu'elle apportait le courrier sur la table du vestibule, Étienne l'interpella depuis son bureau. Il ne cria pas comme le faisaient certains propriétaires. Il parlait toujours d'un ton posé, comme s'il s'adressait à une collègue plutôt qu'à une employée. Elle entra, les mains vides, le regard prudent. Il tenait une chemise ouverte remplie de documents, des rapports imprimés en anglais et en arabe, couverts de surlignages et d'annotations. « J'ai besoin de votre avis sur ceci », dit-il en lui tendant les feuilles. Elle hésita. Ce geste, bien que formulé avec naturel, était une brèche, une demande directe qui transformait leur rapport. Elle prit les feuilles, les parcourut rapidement, puis les lut plus attentivement debout devant son bureau. Étienne la regardait silencieux, observant la façon dont ses yeux scannaient les paragraphes, comment ses sourcils se fronçaient devant une phrase ambiguë. « Le problème, ici, dit-elle enfin en relevant les yeux, c'est que les termes sont trop généraux. Si vous utilisez ce type de clause dans une négociation avec des investisseurs qataris, vous risquez d'ouvrir la porte à une réinterprétation juridique plus tard. Le mot « participation » peut signifier bien plus que ce que vous imaginez. Dans un contexte bilatéral comme celui-ci, Étienne sourit, satisfait, comme s'il s'attendait à cette réponse. Exactement ce que je pensais. Et vous savez pourquoi? Parce que l'un d'eux m'a déjà demandé, de manière détournée, si cette clause pouvait être renégociée en fonction de la conjoncture. J'avais besoin d'un regard neuf, le vôtre. Yasmina referma le dossier, le lui tendit, mais ne dit rien. Elle ne voulait pas s'engager, pas maintenant. Elle pressentait le danger, plus elle en disait, plus elle s'exposait. Et elle ne savait toujours pas ce qu'il attendait d'elle. Une assistante improvisée? Une traductrice officieuse? Ou autre chose encore, de plus trouble? « Vous ne voulez pas en faire plus ?» demanda-t-il calmement. Elle le regarda, droite. « Je veux garder mon emploi. » Il acquiesça, comprenant que sa prudence était une forme de défense. « Très bien. Mais sachez que si jamais vous décidez de changer de rôle, je suis prêt à vous écouter. » Elle sortit du bureau sans répondre, le cœur serré. Cette conversation, anodine en apparence, avait soulevé une vague en elle. Elle savait ce que cela signifiait, une frontière venait d'être franchie. Et si elle laissait faire, d'autres suivraient. Les jours suivants, la tension monta d'un « cran ». Étienne parlait d'elle à d'autres membres de son entourage professionnel, parfois au téléphone, parfois dans le salon, sans se soucier qu'elle l'entende. Il parlait d'une consultante potentielle, d'un talent inattendu, sans jamais citer son nom. Mais Yasmina comprenait. Il testait le terrain. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les verres après une réunion informelle, elle surprit une conversation entre Étienne et un certain monsieur Duret, l'un des directeurs de l'entreprise familiale. Ce dernier, un homme au costume impeccable et aux manières glaciales, parlait d'elle comme d'une anomalie. « Tu plaisantes, Étienne? Une femme de ménage?
Tu veux vraiment qu'on lui confie des dossiers sensibles? Et si elle disparaît? Du jour au lendemain avec des documents, on ne sait rien d'elle. Justement, répondit Étienne avec calme. Il est temps de savoir qui elle est vraiment. Et tu ne vois pas le problème d'image? On va faire quoi? L'annoncer comme une recrue venue du placard à balai? Yasmina se figea derrière la porte. Ces mots, crus, brutaux, lui coupèrent le souffle. Elle connaissait cette méfiance, ce ton méprisant. Elle l'avait entendu dans d'autres bouches, dans d'autres lieux, toujours déguisé sous des formules plus polies. Mais ici, il était nu, brutal, indiscutable. Elle quitta discrètement la pièce, les poings serrés. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à nouveau étrangère. Pas par sa langue, pas par sa culture, mais par sa position. Elle avait franchi une ligne invisible, et les conséquences allaient arriver. Elle n'en parla pas. À Étienne. Elle n'en parla à personne. Elle garda pour elle ce sentiment d'injustice, cette rage sourde. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle savait maintenant qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière. Elle avait été vue. Elle avait été identifiée. Et désormais, elle allait devoir affronter les regards, les doutes, les attaques, voilées ou frontales. Les tensions s'étaient installées comme une brume constante autour de Yasmina. Malgré la froideur de certains regards, elle continuait à travailler, à se fondre dans les plis de son uniforme comme un bouclier contre l'hostilité ambiante. Depuis qu'Étienne avait commencé à sonder discrètement ses compétences, chaque geste était épié, chaque conversation prenait une autre dimension. Il semblait vouloir en savoir plus, sans jamais poser les questions de front. Il la testait, comme on jauge une ressource précieuse mais instable. Un matin, tandis qu'elle nettoyait la cuisine, elle entendit Étienne parler au téléphone dans le salon. Sa voix, feutrée mais pressante, mentionnait un déjeuner à venir avec un investisseur venu de Bahreïn. Il semblait nerveux, moins sûr de lui qu'à l'accoutumée. Il raccrocha brusquement puis se dirigea vers la cuisine, s'arrêtant à l'entrée. « Vous écoutez souvent aux portes » lança-t-il sans animosité. Elle se retourna, surprise, mais ne montra rien. Pas volontairement. Les murs ici sont minces. Il sourit à peine, puis lui tendit une feuille imprimée, un article économique en anglais annoté à la main. « Vous avez un moment pour me dire ce que vous en pensez ?» Elle prit le papier, lut attentivement. Il s'agissait d'un rapport sur les flux d'investissement croisés entre le Golfe et l'Europe, avec un focus particulier sur les secteurs de l'hôtellerie. Elle reconnut certaines sources, des auteurs qu'elle avait étudiés durant sa maîtrise. Elle fit quelques remarques, souligna une contradiction entre deux paragraphes, puis rendit la feuille à Étienne. « Vous avez étudié cela, n'est-ce pas ?» insista-t-il. Elle sentit qu'il ne la laisserait pas fuir cette fois. « Oui, j'ai fait un mémoire sur ce sujet, à Lyon. J'étais boursière, et j'ai été admise à un doctorat à Paris. » Il resta un instant silencieux. « Et pourquoi avoir arrêté ?» Elle prit une respiration lente. « Ma mère est tombée malade, cancer du pancréas. Mon père n'avait pas les moyens de s'occuper d'elle seule. J'ai arrêté les études pour travailler. Je ne voulais pas qu'elle finisse ses jours dans une chambre d'hôpital public sans dignité. » Elle n'avait jamais dit cela à voix haute à un employeur. Ce fut comme arracher une part d'elle-même qu'elle avait cachée trop longtemps. Étienne l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle termina, il se contenta d'un hochement de tête. « Merci de me l'avoir dit. » Il quitta la pièce sans autre mot, la laissant seule avec un mélange de soulagement et de malaise. Elle savait qu'elle avait franchi un cap, mais elle ne savait pas encore s'il s'agissait d'une avancée ou d'un piège. Le jour suivant, tandis qu'elle rangeait des documents dans le bureau d'Étienne, une tâche inhabituelle, mais qu'il lui avait confiée dans un ton volontairement désinvolte, elle tomba sur un cahier dissimulé derrière une pile de dossiers. C'était un carnet noir, au cuir souple, sans étiquette. Elle n'avait aucune intention de fouiller, mais le carnet était ouvert, posé sur une feuille vierge. Ce qu'elle vit la stupéfia. C'étaient ses propres notes. Des analyses rédigées à la main, en arabe et en français, sur des dynamiques de marché, des commentaires économiques, des prévisions financières. Son écriture, ses mots, son travail. Un bout d'elle qu'elle avait soigneusement dissimulé, dans un coin de la bibliothèque qu'elle pensait hors de portée. Étienne l'avait trouvé, et il l'avait lu. Elle referma le carnet d'un geste sec, le rangea à sa place, puis quitta la pièce avec le cœur battant. Ce n'était plus une question de supposition, il savait désormais. Pas seulement ce qu'elle était capable de dire, mais ce qu'elle pensait.
Il avait entre les mains la cartographie intellectuelle de ses réflexions, de ses ambitions, de ses espoirs. Plus tard, ce jour-là, il lui demanda de le rejoindre dans le bureau. Elle entra, droite, prête à affronter la conversation qui viendrait. « Je suis tombé par hasard sur votre carnet, dit-il simplement. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. » Elle le fixa sans répondre. « Ce que j'y ai lu m'a impressionné. Vous avez une vision claire du marché. Et surtout, vous comprenez les nuances culturelles. Vous ne vous contentez pas de chiffres. Vous percevez les rapports de pouvoir, les dynamiques implicites. Ce n'était pas censé être lu, murmura-t-elle. Peut-être, mais c'est ce qui m'a convaincu. Elle fronça les sourcils. Convaincu de quoi? Que vous avez votre place dans une vraie salle de négociation, pas comme décor, comme voie principale. Il se leva, lui tendit une feuille d'agenda. J'ai un rendez-vous dans 3 jours avec un investisseur saoudien. Je veux que vous soyez là, pas comme traductrice, comme conseillère. Personne ne doit savoir. Ce sera discret. Une rencontre préliminaire, dans un salon privé d'hôtel. Vous parlerez si c'est nécessaire. Et si ce n'est pas le cas, vous écouterez. Elle prit le papier, le lut en silence. Elle savait ce que cela signifiait. C'était une brèche dans un monde clos, un pas vers une existence qu'elle avait presque renoncé à rêver. « Et après » demanda-t-elle. « Après, on verra ce que vous voulez faire. » Elle acquiesça, les yeux droits. Elle n'avait jamais demandé cette opportunité. Mais maintenant qu'elle se présentait, elle n'allait pas la fuir. Le jour du rendez-vous approchait, et avec lui, une atmosphère d'appréhension contenue s'installait dans l'appartement d'Étienne. Yasmina, fidèle à sa discrétion naturelle, ne posait aucune question, mais observait tout. Chaque mot prononcé par Étienne, chaque appel passé depuis le bureau, chaque dossier imprimé à la hâte, tout était scruté avec une acuité silencieuse. Elle sentait que cette rencontre ne serait pas anodine. Ce n'était pas simplement un rendez-vous d'affaires. C'était un test, pour lui comme pour elle. Le matin du jour dit, Étienne entra dans la cuisine alors qu'elle terminait de ranger les courses livrées peu avant. Il était vêtu sobrement, costume bleu foncé, cravate grise, les cheveux coiffés sans excès. Il ne portait pas l'assurance arrogante de certains hommes d'affaires, mais une tension maîtrisée, presque élégante. Il s'arrêta devant elle, puis tendit une petite enveloppe beige. « Voici votre badge d'accès. Il faudra le présenter. À l'entrée du salon privé, Hôtel Mirabeau, 14 heures précises. Tenue professionnelle. Je vous ai réservé une voiture. » Yasmina prit l'enveloppe sans répondre. Elle comprenait l'importance du moment. Rien ne devait être laissé. Au hasard, elle passa les heures suivantes enfermée dans sa chambre de bonne, relisant ses notes, révisant les particularités culturelles des négociations avec les investisseurs du Golfe, repensant à chaque mot qu'elle pourrait avoir à prononcer. Elle n'était pas novice, mais elle savait que sa position était fragile. Une erreur, une hésitation, et elle redeviendrait aux yeux de tous ce qu'on voulait qu'elle soit, une simple employée domestique. À 13h40, elle arriva devant l'hôtel Mirabeau. Le hall brillait d'un luxe feutré, avec ses fauteuils en cuir clair, ses colonnes en marbre et ses compositions florales parfaitement symétriques. Personne ne lui jeta un regard particulier. Sa tenue sobre, tailleur noir et chemisier blanc, sa démarche assurée, sa posture droite, tout en elle inspirait la compétence discrète. À 14 heures, on l'introduisit dans un salon privé. Étienne était déjà là, assis à une table ronde en bois verni, feuilletant un dossier. « Vous êtes ponctuel, » dit-il sans lever les yeux. « Toujours, » répondit-elle simplement. Un serveur entra, leur proposa un rafraîchissement. Puis à 14h10, les invités arrivèrent. 2 hommes en tenue traditionnelle saoudienne, suivis d'un jeune interprète français d'une trentaine d'années. Les salutations furent brèves, mais cordiales. Étienne présenta Yasmina sans titre, simplement comme « Madame Haddad », en précisant qu'elle participerait à l'écoute de l'échange. La réunion démarra dans un climat feutré. Les 2 hommes expliquaient leurs intérêts, leurs doutes, leurs attentes. L'interprète traduisait maladroitement par moments, trébuchant sur des subtilités culturelles que Yasmina identifiait instantanément. Elle prenait des notes mentales, attendait le moment opportun. Elle savait qu'intervenir trop tôt serait perçu comme de l'arrogance, mais rester silencieuse si l'incompréhension persistait deviendrait une faute. Au bout de 20 minutes, une confusion surgit sur une clause évoquée par Étienne. Le mot « engagement » avait été mal traduit, suggérant une obligation morale
au lieu d'un cadre contractuel souple. Yasmina s'éclaircit la gorge doucement. Si vous me permettez, je pense qu'il y a eu une erreur d'interprétation. Le terme utilisé ici est engagement conditionnel, ce qui dans le contexte signifie une promesse encadrée par des clauses de sortie clairement définies. Il ne s'agit pas d'une obligation absolue. Le silence s'abattit un instant. Les deux investisseurs se tournèrent vers elle. L'un d'eux, le plus âgé, la fixa longuement puis demanda en arabe « Êtes-vous avocate, madame ?»« Non, mais j'ai étudié le droit des affaires et l'économie, et je connais bien les pratiques commerciales dans cette région du monde. » Il acquiesça lentement avec un léger sourire. « Je vois, vous êtes bien plus qu'une simple observatrice. » L'interprète se taisait désormais. Étienne ne disait rien non plus, se contentant de la regarder, comme si la scène confirmait une intuition profonde. Yasmina reprit sa place dans l'échange avec mesure, intervenant lorsque nécessaire, précisant une formule, réorientant une tournure ambiguë. L'entretien dura 1h30. À la fin, les deux investisseurs se montrèrent satisfaits, échangèrent des politesses sincères, puis quittèrent le salon. Une fois seul, Étienne la regarda longuement, sans cacher son admiration. « Je pense que je ne suis pas le seul à m'être trompé sur vous, » dit-il. Yasmina ne répondit pas immédiatement. Elle rangeait ses papiers avec méthode. « Je vous ai dit que je ne cherchais pas à être vue, seulement à travailler. Justement, c'est ce qui vous rend précieuse. Et c'est pourquoi je veux vous proposer quelque chose. » Elle leva les yeux. « Une mission ponctuelle? Une autre réunion discrète? Non, quelque chose de plus concret. Je veux que vous travailliez avec moi, officiellement. Pas comme assistante, pas comme traductrice, comme conseillère. En toute discrétion pour commencer, mais avec un vrai rôle. Une fonction définie, rémunérée correctement. Vous n'aurez plus à nettoyer cet appartement. » Yasmina resta un instant sans voix. Elle avait toujours su que ses compétences pourraient un jour être reconnues, mais elle n'avait jamais cru que cela viendrait de cet endroit, de cet homme, ni de cette manière. Elle réfléchit un moment, puis parla, d'un ton posé, « Je l'accepte. Mais à une condition, personne ne doit savoir que j'étais votre employé. Je veux repartir de zéro, ni faveur ni compassion, juste du travail et des résultats. » Étienne hocha la tête. « C'est exactement ce que j'attendais de vous. » Yasmina entra dans une nouvelle phase de sa vie, une transition subtile mais irréversible. Chaque matin, elle descend toujours les 6 étages de son immeuble modeste, traverse le 16e arrondissement avec la même démarche rapide, mais désormais, elle ne porte plus l'uniforme bleu marine ni ne transporte les produits de nettoyage. Son cartable est discret, noir élégant, contenant un ordinateur portable, des dossiers à noter et un carnet où elle consigne méthodiquement ses impressions, ses observations, les détails qui échappent au regard pressé. Le changement ne s'est pas opéré brusquement, mais il est désormais visible, palpable. Elle entre dans l'immeuble d'Étienne comme une collaboratrice, pas une invitée ni une subalterne. Une présence autorisée, mais encore en équilibre sur une ligne fragile. Étienne a respecté sa condition, aucune mention de son passé dans le personnel domestique. Il l'introduit lors de réunions internes comme consultante externe. En stratégie interculturelle, une formule vague mais efficace qui soulève quelques sourcils et beaucoup de curiosité. Les directeurs et assistants la regardent avec cette hésitation caractéristique qu'on réserve aux figures inclassables. Elle ne vient pas d'une grande école de commerce parisienne, elle n'a pas été recommandée par un cabinet de chasseurs de tête, elle n'a pas le pédigré habituel des élites. Et pourtant, elle est là, au cœur des discussions, écoutée, parfois même sollicitée. Au fil des semaines, un rythme s'installe. Étienne l'intègre progressivement aux projets liés au partenariat avec les pays du Golfe. Il l'invite à assister au briefing confidentiel, lui confie la relecture de rapports sensibles et finit même par lui demander de préparer des synthèses pour les comités exécutifs. Yasmina s'exécute avec une efficacité silencieuse, sans jamais revendiquer ni s'imposer. Elle parle peu pendant les réunions, mais quand elle le fait, chacun l'écoute. Ses interventions sont précises, basées sur des données vérifiées, enrichies de perspectives culturelles que personne d'autre ne semble maîtriser avec autant de finesse. Cette montée en visibilité n'est pas sans conséquences. Dans les couloirs, les murmures se multiplient. Certains s'interrogent, d'autres suspectent. Un directeur financier, Jean-Baptiste Malraux, commence à poser des questions.
Officiellement, il se dit soucieux de la sécurité des informations. Officieusement, il ne supporte pas qu'une femme surgie de nulle part prenne une place croissante dans les affaires du groupe. Il observe Yasmina avec cette froideur polie qui masque mal une méfiance enracinée. Un soir, alors qu'elle quitte le bâtiment, elle le croise près de l'ascenseur. Il lui adresse un sourire figé. « Je n'ai pas encore eu l'occasion de comprendre votre rôle exact ici, mademoiselle Haddad. Vous êtes indépendante, c'est cela ?» Yasmina répond d'un ton neutre. « Je travaille en appui sur les projets internationaux. Monsieur Morel pourra vous préciser les détails si nécessaire. » « Bien sûr. J'ai remarqué que vous avez accès à certains dossiers confidentiels. Ce genre d'accès demande généralement une validation RH. Je me demandais simplement si tout avait été régularisé. » Elle soutient son regard sans ciller. « Je ne consulte que les documents que l'on me confie. Rien de plus, rien de moins. » « Très bien, dit-il avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « J'imagine qu'Étienne a ses raisons. Il a toujours eu un flair particulier pour les profils atypiques. » Elle comprend. Le mot atypique n'est pas un compliment ici, c'est un rappel déguisé, une tentative de la renvoyer à son ancien statut, à sa supposée illégitimité. Elle ne répond pas et s'éloigne, mais en sortant dans la rue, elle sent le poids de cette conversation s'ajouter aux autres. Elle n'est pas naïve. Elle sait que son ascension rapide suscite des résistances. Et elle sait aussi que ces résistances ne viendront jamais de face, mais de biais dans l'ombre. Étienne, de son côté, semble ignorer ou feindre d'ignorer les tensions. Il continue à l'impliquer, avec une régularité qui confine à la confiance absolue. Il lui envoie des mails à des heures improbables, lui demande son avis sur des décisions stratégiques, l'invite à déjeuner pour discuter des nouvelles opportunités au Moyen-Orient. Mais Yasmina sent que leur relation évolue. L'équilibre professionnel strict commence à s'effriter par endroits. Les regards durent plus longtemps, les silences entre deux phrases s'épaississent. Un jour, il se retrouve seul dans une salle de réunion après une visioconférence avec des partenaires émiratis. Étienne la regarde, pensif. « Vous savez ce que j'aime chez vous, Yasmina? C'est que vous ne cherchez jamais à plaire. Vous êtes là, droite, imperturbable. Et pourtant, vous bousculez tout. » Elle lève les yeux de son carnet. « Je ne suis pas ici pour bousculer, seulement pour faire mon travail. Et c'est exactement ce qui vous rend indispensable. » Le mot tombe inattendu. Indispensable. Il n'est pas prononcé à la légère. Yasmina le note mais ne réagit pas. Elle se lève, range ses affaires. Il est tard, je dois rentrer. Il l'accompagne jusqu'à l'ascenseur. En bas, dans le hall, un silence s'installe. « Yasmina, dit-il enfin, si un jour les choses devenaient plus difficiles ici, si on vous mettait des bâtons dans les roues, sachez que vous avez mon soutien. » Elle hoche la tête puis sort dans la nuit parisienne. Le vent est froid, mais elle marche vite. Elle sait que l'épreuve ne fait que commencer. Son intelligence, sa culture, son efficacité, tout cela est une arme. Mais dans ce monde, ce n'est pas toujours suffisant. Il faudra plus que de la compétence. Il faudra de la résilience, du courage et surtout une lucidité sans faille. Il n'aura fallu qu'un nom, une signature et un geste de trop. Un fichier, une feuille anodine laissée sur une imprimante commune. Un rapport interne, où figurait une note à l'attention d'Étienne signée Iga Haddad, consultante stratégique. Ce nom, couplé à une fonction, n'avait jamais officiellement existé dans les bases de données de la société. Ce nom éveilla la curiosité d'un regard déjà soupçonneux, celui de Jean-Baptiste Malraux. Il ne chercha pas longtemps, il n'en eut pas besoin. Un simple accès au logiciel de gestion du personnel, quelques clics, et la vérité apparut. Sur son écran, Yasmina Haddad, statut, employé de maison, poste, service domestique, appartement personnel de Monsieur Morel, embauché il y a 3 ans. Le lendemain, le document circulait discrètement, entre les mains de plusieurs cadres, sans commentaire mais avec un sourire en coin ou un froncement de sourcils. Les réactions variaient de la surprise au mépris, de l'agacement à l'indignation, feutrée. Dans ce monde de façades impeccables, la révélation d'un passé non conforme à l'étiquette suffisait à déclencher une onde de choc. Il ne fallut pas longtemps pour que les premières remarques murmurées atteignent les oreilles de Yasmina. Dans les couloirs, les conversations s'interrompaient à son passage. Les sourires devenaient mécaniques, les regards appuyés. Elle sentit cette vague de rejet venir non pas frontalement, mais par capillarité.
Une distance subtile se réinstalla entre elle et les autres. Certains, auparavant courtois, devinrent brusques. D'autres, qui avaient commencé à la consulter discrètement, se rétractèrent sans un mot. Puis vint l'entretien formel. Étienne la convoqua dans son bureau, plus solennel qu'à l'accoutumée. Il l'accueillit d'un signe de tête, mais son visage était tendu. « Ils savent, dit-il sans détour. » Elle ne répondit pas. Elle savait déjà. « Le fichier a fuité. Ils ont vu votre fiche, votre ancien poste, votre lien avec cet appartement. Et maintenant, ils parlent. Certains exigent des explications. D'autres veulent des garanties. On parle d'atteinte à la réputation du groupe, de manque de transparence, d'amateurisme. Le mot la frappa plus fort que prévu. Amateurisme. Après toutes ces heures, ces analyses, ces résultats. Après cette prudence extrême qu'elle avait maintenue, ce silence sur ses origines, cette discipline pour ne pas éveiller la moindre jalousie ou suspicion. Tout cela réduit à un mot froid, déshumanisant. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Qu'en pensez-vous » Il se leva, contourna le bureau, s'assit en face d'elle. « Je pense que le monde dans lequel nous évoluons est malade. Mais je ne peux pas l'ignorer. Il y a des règles, écrites et non écrites. Et l'une d'elles, absurde, veut qu'une femme comme vous, issue d'un parcours comme le vôtre, doive justifier 2 fois plus tout ce qu'elle accomplit. » Yasmina resta droite, le visage impassible. Elle refusait de lui montrer la douleur, la colère, la déception. Elle savait que ce moment viendrait. Elle l'avait anticipé. Mais la réalité du rejet était plus âpre que toutes les théories. « Il demande votre départ, reprit Étienne. Pas officiellement. Mais on me pousse, on me conseille de revoir certaines collaborations. On me parle de protéger l'image de la marque. » Elle hocha la tête. Elle comprenait. Elle aurait pu se lever, partir, elle aurait pu refuser d'entendre ce qui allait suivre, mais elle resta. « Et vous ?» insista-t-elle. « Allez-vous céder ?» Il la regarda longuement, puis sourit. Un sourire franc mais grave. « Non, je vais faire l'inverse. Ce soir, je convoque une réunion avec le comité stratégique. Et je vais annoncer que vous devenez officiellement consultante pour le projet MENA, avec un contrat en bonne et due forme. Et si cela ne leur plaît pas, ils peuvent partir. » Yasmina cligna des yeux, surprise malgré elle. « Vous allez risquer votre position pour moi ?»« Je ne risque rien. Je corrige une erreur, je reconnais une compétence et je défends une décision. Ce n'est pas un risque. C'est une obligation morale. » Elle sentit une chaleur étrange l'envahir. Pas de la gratitude, pas de la dette, mais un respect naissant. Non pas pour un homme qui la sauvait, mais pour un homme qui reconnaissait enfin ce qu'elle était, sans paternalisme ni arrière-pensée. La réunion eut lieu. Les échos lui parvinrent le lendemain. Étienne avait défendu son choix avec calme, détermination et une série de chiffres que Yasmina elle-même lui avait préparés. Il avait souligné les réussites récentes, les contacts établis grâce à elle, les perspectives ouvertes. Il avait posé une seule question à ses interlocuteurs. Préfère-t-il maintenir une façade ou construire une réussite durable? Il y eut des tensions, des silences, mais personne n'osa s'opposer frontalement. Le rapport de force s'inversait doucement. Quelques jours plus tard, Yasmina reçut une lettre officielle. Contrat à durée indéterminée, statut de cadre, titre, consultante principale, stratégie interculturelle et développement MENA. Un bureau lui fut attribué au dernier étage du siège, avec vue sur la Seine. Discret, mais visible. Et son nom fut ajouté à l'organigramme interne. Le choc ne s'estompa pas immédiatement. Le respect ne fut pas automatique, mais les regards changèrent. On commença à l'écouter avec un peu plus d'attention, à lui répondre avec un peu plus de mesure. Elle avait franchi un seuil au prix d'une tempête. Elle n'était plus simplement tolérée. Elle commençait à être acceptée, lentement, douloureusement, mais sûrement. Les semaines qui suivirent l'officialisation du poste de Yasmina furent denses, marquées par une activité frénétique et une attention accrue portée à ses moindres mouvements. Elle s'adaptait rapidement à ses nouvelles responsabilités, maîtrisant avec une précision méthodique les processus internes, les rapports d'évaluation, les échanges avec les partenaires étrangers. Mais derrière son calme apparent, une vigilance constante s'était installée. Elle savait que son ascension, bien que légitimée par des résultats tangibles, n'était pas entièrement acceptée. Certains collègues se montraient courtois, d'autres restaient froids, distants,
comme si le souvenir de son ancien poste planait encore au-dessus d'elle comme une ombre silencieuse. Étienne, fidèle à sa parole, la soutenait sans faillir. Il l'impliquait dans toutes les étapes du développement du nouveau projet MENA, lui confiant des responsabilités croissantes jusqu'à lui laisser la rédaction de certains documents clés. Il ne se contentait pas de lui faire confiance, il la mettait en valeur devant les investisseurs, les partenaires et même le comité exécutif. Yasmina, consciente de la portée de chacun de ses gestes, répondait par une rigueur irréprochable. Mais une question continuait à trotter dans l'esprit d'Étienne. Qui était-elle vraiment avant tout cela? Il connaissait désormais son parcours académique, la maladie de sa mère, les années passées à l'écart du monde universitaire, mais il sentait qu'il manquait encore une pièce au puzzle. Un jour, au détour d'un déjeuner avec un ancien camarade d'université devenu diplomate en poste à Alger, Étienne évoqua presque par hasard le nom de Yasmina. Le diplomate, surpris, le regarda longuement avant de demander si elle était la fille du professeur Haddad. Étienne, intrigué, confirma l'identité. Le diplomate esquissa un sourire de reconnaissance. Son père était l'un des économistes les plus respectés de la région. Un penseur indépendant, critique du système mais profondément aimé. Il a conseillé plusieurs ministres. Il a publié dans les plus grandes revues. Yasmina a grandi dans ce climat. Elle était brillante. Certains pensaient qu'elle allait surpasser son père. Mais après le décès de sa mère, elle a disparu du paysage intellectuel. On a supposé qu'elle avait quitté l'Algérie. Personne ne savait qu'elle était à Paris. Cette révélation frappa Étienne avec la force d'une évidence. Ce que Yasmina avait sacrifié pour s'occuper d'eux. Sa mère n'était pas seulement une carrière prometteuse. C'était un héritage intellectuel. Une place dans un monde qu'elle avait préféré abandonner temporairement pour des raisons personnelles. Elle n'avait jamais cherché à en tirer profit. Elle n'avait jamais utilisé le nom de son père comme levier. Elle avait tout recommencé, seule dans l'anonymat le plus complet. Le soir même, il l'invita à dîner, prétextant une discussion informelle sur l'avancement du projet. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret du 5e arrondissement, loin des regards du monde des affaires. Le lieu était calme, chaleureux, avec des murs en pierre et des lumières tamisées. Ils commandèrent sans hâte, prenant le temps de s'installer. « J'ai appris quelque chose sur vous aujourd'hui », dit Étienne en jouant avec son verre d'eau. Yasmina leva les yeux, intriguée. « À quel sujet ?»« Votre père, le professeur Haddad. Il était une référence, un homme respecté, écoutez, redouté aussi, parce qu'il disait la vérité là où d'autres s'en détournaient. » Elle se figea légèrement. Son visage resta impassible, mais son regard se durcit à peine. « Je n'ai jamais voulu qu'on me juge par ses accomplissements. Ce qu'il a fait, il l'a fait par lui-même. Ce que je fais, je veux aussi que ce soit par moi-même. Et vous y êtes arrivé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez choisi de tout cacher, même son nom. Parce que porter un nom connu ne protège pas toujours. Parfois, c'est un fardeau. Dans certaines circonstances, c'est même un danger. Et à Paris, dans mon uniforme de femme de ménage, personne ne posait de questions. C'était plus simple. Il hocha lentement la tête, comprenant enfin l'ampleur du chemin qu'elle avait parcouru. Elle avait choisi la voie la plus rude, la plus solitaire. Elle avait préféré le silence à la faveur, le travail à la revendication. Je ne vous admire pas seulement pour ce que vous faites, Yasmina, mais pour ce que vous avez choisi de ne pas faire. Ils mangèrent dans un silence complice, brisé seulement par quelques échanges sur des sujets neutres. À la fin du repas, Étienne sortit un dossier. « J'ai besoin de vous sur une nouvelle initiative. Le projet s'étend. Nous allons lancer un partenariat avec une société émirassie sur la base d'une plateforme commune d'échanges culturels et économiques. J'aimerais que vous en soyez la responsable stratégique. » Yasmina prit le dossier, le feuilleta rapidement. « C'est ambitieux. C'est ce qu'il nous faut. Et c'est ce que vous pouvez porter mieux que personne. » Elle referma lentement le document, puis releva les yeux. « Cette fois, je veux que mon nom soit dessus, officiellement. Il y sera en première ligne. » Cette nuit-là, en quittant le restaurant, Yasmina ne sentit plus le froid habituel de la ville. Elle marchait lentement, la tête haute. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus en fuite de son passé. Elle l'intégrait à son présent, non plus comme un poids à cacher, mais comme une force à revendiquer. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle devenait actrice d'un avenir qu'elle avait enfin le droit de choisir.
Le soleil de Marcella filtrait à travers les larges baies vitrées du centre de congrès, projetant des lignes dorées sur les parois de verre et les sièges rembourrés. Le lieu accueillait cette année la conférence internationale sur les stratégies de coopération entre l'Europe et le Moyen-Orient. Un événement prestigieux où se croisaient dirigeants d'entreprises, experts économiques, représentants d'États et journalistes influents. Au milieu de cette agitation calibrée, Yasmina avançait avec un calme presque glacé. Chaque pas mesuré, chaque geste contenu, son badge autour du cou portant désormais un titre officiel. Responsable stratégique, relations interculturelles. Elle n'était pas seule. À sa droite, Étienne, toujours aussi sobrement élégant, l'accompagnait sans ostentation, lui laissant la place devant les journalistes, les partenaires et les curieux qui murmuraient son nom à voix basse. À présent, son passé n'était plus un secret. Il avait même été abordé dans un article paru 2 jours plus tôt dans un magazine économique à fort tirage, titrant « De l'ombre à la stratégie, l'ascension d'une consultante venue d'ailleurs ». Le papier était bienveillant, dans l'ensemble, mais certains passages suggéraient encore l'étonnement, comme s'il fallait justifier son mérite par l'exception plutôt que par la compétence. Leur intervention était programmée en fin de matinée, juste après une table ronde dirigée par 2 experts de l'OCDE. Yasmina passerait en second, après une introduction technique d'Étienne. Le sujet, perspectives croisées et enjeux culturels dans les partenariats transrégionaux. Un thème sur mesure, pourtant explosif dans son potentiel de déséquilibrer les certitudes d'un public souvent peu habitué à entendre une voix comme la sienne. Elle relut une dernière fois ses notes, ses graphiques, ses citations. Aucun mot n'était de trop, aucune formule n'était improvisée. Elle avait préparé cette présentation comme une plaidoirie, pas pour prouver qu'elle était à sa place, mais pour démontrer que cette place, elle la maîtrisait mieux que quiconque. Quand Étienne prit la parole, la salle était pleine. Il parla brièvement, posément rappelant les chiffres du développement des investissements croisés entre la France et les pays du Golfe, puis introduisit Yasmina avec une phrase simple « Je cède la parole à celle sans qui nous n'aurions pas vu certaines évidences culturelles que l'on préfère souvent ignorer. » Elle monta sur scène, ses talons claquant légèrement sur le bois poli. Les visages se tournèrent vers elle avec cette curiosité mêlée de scepticisme que seules les femmes en décalage apparent avec l'image dominante provoquent. Elle ne scia pas. Elle lança sa première diapositive, une carte animée montrant les flux migratoires et économiques entre le Maghreb, le Golfe et l'Europe depuis 20 ans. Puis elle parla. Sa voix, claire, assurée, résonna dans l'auditorium. Elle parlait sans notes, sans tremblement. Elle cita des économistes arabes et français, évoqua les accords commerciaux sous l'angle des usages sociaux, décrivit les malentendus récurrents nés de la méconnaissance culturelle et proposa des stratégies concrètes pour y remédier. Elle n'usait ni de jargon ni de complaisance. Elle parlait comme une femme qui avait vu les 2 côtés du miroir. Mais à mesure que la présentation avançait, la tension dans la salle devint palpable. Certains prenèrent des notes, d'autres échangèrent des regards. Elle sentit l'impatience dans certaines respirations, l'agacement poli dans certains sourires crispés. Elle savait que son propos dérangeait, pas par son contenu technique, mais par ce qu'il révélait d'inconfortable. Une structure, économique aveuglée par ses certitudes, sourde aux réalités autres que les siennes. Puis vint la séance des questions. Un homme aux cheveux gris, costume italien, badge de directeur général d'un grand groupe énergétique, prit le micro. « Madame Haddad, votre exposé est brillant, certes, mais n'avez-vous pas peur de tomber dans une forme de communautarisme stratégique ? En insistant autant sur les spécificités culturelles, ne risquez-vous pas de fragmenter davantage un espace économique déjà fragile ?» Un frisson parcourut la salle. La question était piégée, habillée d'une fausse neutralité mais profondément condescendante. Yasmina resta droite. Elle prit quelques secondes, puis répondit calmement « Ce que vous appelez communautarisme stratégique, je l'appelle respect des contextes. Ce que vous percevez comme une fragmentation, je le vois comme une clarification. Les partenariats les plus solides ne naissent pas de l'uniformisation, mais de la reconnaissance mutuelle. L'économie n'est pas aveugle, elle a des langues, des mémoires, des sensibilités. Et les ignorer, c'est condamner les projets à l'échec diplomatique avant même qu'ils ne commencent. » Un silence impressionné suivit ces paroles. Puis des applaudissements timides, vite renforcés,
éclatèrent dans l'assistance. Étienne, assis au premier rang, ne bougea pas, mais son regard brillait d'un éclat rare. À la sortie, plusieurs personnes vinrent la féliciter. Un conseiller ministériel, une journaliste influente, un entrepreneur libanais, tous voulaient prolonger l'échange, récupérer ses notes, proposer une collaboration. Mais au milieu de cette effervescence nouvelle, une pensée persistante occupait l'esprit de Yasmina. Ce qu'elle venait de faire n'était pas une victoire personnelle. C'était un acte de rupture avec un système qui jusque-là ne lui avait laissé qu'un rôle d'ombre. Dans l'ascenseur qui la ramena vers les loges, Étienne la rejoignit. Ils restèrent un moment en silence. « Vous avez bouleversé les lignes, dit-il enfin. « Il le fallait, répondit-elle simplement. « Vous savez ce que ça signifie ?» Elle le regarda droit dans les yeux. Que ce n'est que le début. Le lendemain de la conférence, les échos de l'intervention de Yasmina s'étaient déjà répandus dans les cercles d'affaires et les médias spécialisés. Des extraits de sa présentation circulaient sur les réseaux sociaux professionnels, tandis que plusieurs analystes commentaient son approche avec une attention mêlée de surprise et d'admiration. Les mots qu'elle avait prononcés sur la scène, à Marcella, résonnaient comme une déclaration d'indépendance intellectuelle dans un monde où les voix atypiques étaient trop souvent ignorées. Son nom, désormais, apparaissait dans les titres de conférences, dans les échanges entre dirigeants, dans les recommandations internes de plusieurs institutions publiques. Étienne suivait l'agitation avec un calme satisfait, mais il sentait en lui quelque chose de plus profond que la simple fierté professionnelle. Yasmina avait, par sa seule présence et son discours, renversé une dynamique vieille de plusieurs décennies. Elle avait imposé une légitimité que personne ne pouvait plus nier, pas même ses détracteurs. Ce qui l'inquiétait toutefois, c'était la suite, car à ce niveau d'exposition, tout faux pas pouvait coûter cher. Yasmina, de son côté, restait concentrée. Elle refusait les interviews, se limitait à des réponses écrites lorsqu'il fallait clarifier un point technique et se replonger dans les projets en cours avec une intensité renouvelée. Elle avait conscience du danger de cette nouvelle visibilité. Chaque mot prononcé, chaque décision prise pouvait être scrutée, interprétée, détournée. Elle devait rester ferme, mais prudente. Un matin, alors qu'elle entrait dans le siège de l'entreprise, elle fut accueillie par un groupe de collaborateurs qui lui adressèrent des sourires sincères et quelques félicitations. Une atmosphère nouvelle s'installait. Ce n'était pas encore l'égalité, mais un début d'acceptation. Et pourtant, à mesure que les jours passaient, elle sentait aussi un regard plus appuyé venant d'Étienne. Il lui parlait davantage en dehors des réunions, l'invitait à déjeuner plus souvent, lui partageait des réflexions personnelles qu'il gardait autrefois pour lui. Elle reconnaissait ce changement. Elle avait déjà vu cela, mais cette fois cela lui semblait plus complexe. Un soir, après une réunion tardive, Étienne lui proposa de la raccompagner. Ils prirent le chemin de son quartier à travers les rues calmes de Paris, leurs pas résonnant sur les pavés. Il parlait peu, elle aussi, mais à l'approche de l'immeuble, il s'arrêta. « Vous avez changé, dit-il simplement. J'ai toujours été comme ça, c'est juste que maintenant vous le voyez. » Il sourit. « Ce que je veux dire, c'est que vous êtes devenue plus forte encore, plus visible. Et moi je suis là, à vos côtés, mais je me demande si je suis à la hauteur. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Vous n'avez jamais eu à prouver quoi que ce soit. Peut-être. Mais avec vous, j'ai l'impression que tout est à redéfinir. » Il ne dit rien de plus, elle non plus. Ils se quittèrent sur un silence dense, ni agréable ni tendu, simplement chargé d'une attente indéfinie. Quelques jours plus tard, Yasmina fut invitée à un événement diplomatique à l'ambassade d'un pays du Golfe. Étienne l'y accompagna officiellement comme représentant de leur groupe, mais tout le monde avait compris qu'ils formaient un duo inséparable. Lors de la réception, plusieurs invités de marque vinrent saluer Yasmina, ignorant presque Étienne, ce qui ne lui échappa pas. Il la regardait parler, passer d'une langue à l'autre avec aisance, échanger avec des ministres et des PDG comme si elle avait toujours évolué dans cet univers. Sur le chemin du retour, dans la voiture silencieuse, Étienne brisa enfin la tension. « Je crois que je suis en train de vous admirer, mais pas comme avant, pas comme un patron qui reconnaît le talent d'une employée. Autrement. » Yasmina resta immobile. Elle sentait ce moment venir depuis un temps déjà, mais elle n'était pas certaine de vouloir y faire face maintenant. Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Étienne, ce que nous construisons est trop fragile, trop neuf, trop exposé.
Ce n'est pas le moment de brouiller les lignes. Il acquiesça lentement, mais ses yeux disaient autre chose. Pas une insistance, pas une pression, juste une vérité qu'il ne voulait plus taire. « Je vous respecte, Yasmina. C'est tout ce que je voulais dire, et peu importe ce que vous décidez de faire de cette information. » Le lendemain, l'entreprise reçut une invitation officielle à participer à un forum économique à Dubaï. Le courrier était adressé à Étienne, mais le nom de Yasmina figurait en second, comme représentante stratégique. Elle lut le document en silence, puis le posa sur la table entre eux. « Vous savez ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. « Que le monde entier est en train de reconnaître votre valeur, que nous devons décider, maintenant, ce que nous voulons montrer au monde, et comment. » Il la regarda longuement, sans sourire. « Je veux que vous soyez libre de choisir, le rôle, la mission et tout le reste. Alors donnez-moi les outils, pas des faveurs, du pouvoir, pas de la protection. C'est ce que je fais depuis le début. Alors faisons-le jusqu'au bout. » Ils se levèrent. La décision était prise, même si les mots n'étaient pas encore posés. Yasmina ne fuirait plus ce lien naissant, mais elle refusait qu'il prenne le pas sur sa mission. Ce n'était pas une histoire d'amour qui effacerait sa trajectoire. Ce serait au mieux une alliance, une de celles qui naissent dans la clarté et non dans l'ombre. Le printemps parisien s'installait avec lenteur, amenant dans son sillage une lumière douce qui baignait les rues de reflets miroitants. Le rythme effréné des mois précédents semblait ralentir à peine, mais Yasmina sentait dans les moindres détails de son quotidien que quelque chose changeait. Moins de méfiance dans les couloirs, plus de regards complices, des courriels, qui ne contenaient plus de prudence exagérée, mais des requêtes franches. Elle n'était plus une anomalie. Elle était devenue une référence. À la suite de l'invitation officielle pour Dubaï, les discussions internes s'étaient accélérées. Étienne avait réuni le comité exécutif pour proposer la création d'un nouveau département entièrement dédié aux relations interculturelles, axé sur le monde arabe, l'Afrique du Nord et les marchés émergents du Golfe. Le projet, initialement perçu comme un prolongement stratégique de leurs investissements, se transformait peu à peu en une réorganisation majeure du groupe. Au centre de cette refonte, Yasmina. C'était elle qui avait défini l'architecture du pôle, choisi les axes de développement, rédigé les premières lignes directrices. Ce qui n'était qu'un poste de consultante était devenu un poste de codirection. L'annonce fut faite discrètement au sein de la direction, puis officialisée quelques jours plus tard. Yasmina Haddad devenait associée consultante du groupe Morel International avec un statut décisionnel sur tous les dossiers liés à l'expansion dans les zones arabophones. Le communiqué de presse fut rédigé avec soin, clair, sobre, sans emphase inutile. Il évoquait une experte aux compétences transversales, issue d'un parcours unique et porteuse d'une vision nouvelle sur les enjeux culturels dans les relations économiques globales. Mais cette reconnaissance formelle ne fit que renforcer sa vigilance. Elle savait que toute promotion dans les hautes sphères venait avec son lot de ressentiments muets et de jalousies dissimulées. Alors elle poursuivit son travail avec la même rigueur. Elle passa ses journées entre les bureaux, les réunions, les vidéoconférences et ses soirées à relire des dossiers, rédiger des notes, préparer les prochaines étapes. Elle n'avait pas encore pris le temps de s'arrêter, de mesurer réellement ce qu'elle avait construit. Étienne, lui, l'observait. De plus en plus souvent, il se surprenait à vouloir l'extraire de ce rythme incessant. Non pas pour la détourner de sa mission, mais pour lui offrir un espace de respiration, un moment où elle ne serait pas en train de se battre contre des structures invisibles. Il attendit une semaine après l'annonce, puis lui proposa un dîner, cette fois sans prétexte professionnel. Elle accepta sans commentaire, comme si elle savait que ce moment finirait par arriver. Ils se retrouvèrent dans un restaurant discret du Marais, une adresse connue pour son ambiance feutrée et son service impeccable. Ils parlèrent peu du travail, évitant volontairement les sujets qui les ramèneraient au bureau. Étienne évoqua ses souvenirs d'enfance, ses années à l'étranger, ses premières erreurs de gestion. Yasmina, plus réservée, partagea quelques anecdotes de ses études à Lyon, de ses lectures nocturnes, de son attachement à la musique andalouse. Le dîner fut long, ponctué de silences confortables. Il n'y eut pas de gestes équivoques, pas de déclarations intempestives. Juste une conversation lente, deux personnes se reconnaissant dans leurs différences. Mais à la sortie du restaurant, alors qu'ils marchaient côte à côte sur les pavés humides,
Étienne s'arrêta sous un lampadaire et la regarda. « J'ai une question, dit-il. Allez-y. Et si nous allions à Dubaï ensemble, non seulement pour représenter l'entreprise, mais pour y ouvrir une nouvelle page, une où nous ne serions plus simplement associés, une page où nous pourrions écrire autre chose. » Elle le fixa longuement. Ce qu'il suggérait n'était pas tout à fait une proposition amoureuse, ni une simple idée de voyage. C'était une frontière, une transition. Il n'avait pas dit les mots, mais ils étaient là, suspendus entre eux. « Vous savez ce que je suis, Étienne, et vous savez ce que je veux. Je le sais, c'est pour cela que je vous le demande comme cela, sans attente, sans promesse, juste une invitation. Si vous dites non, rien ne changera dans notre travail. Mais si vous dites oui, nous prendrons le temps d'explorer ce que cela pourrait être. » Elle resta un moment silencieuse, le regard tourné vers la rue, les passants, les phares des voitures. Puis elle parla d'une voix basse. « Si nous partons ensemble, ce sera en tant qu'égaux. Pas comme patron et employé, pas comme protecteur et protégé. Il n'y aura pas de dette. Seulement deux individus construisant quelque chose, de nouveau, ensemble. »« C'est tout ce que je veux, » répondit-il. Ils restèrent là, immobiles, puis reprirent leur marche. Rien de plus ne fut dit cette nuit-là. Mais dans leur silence, il y avait une promesse implicite, une promesse faite non pas de mots, mais de respect mutuel et de confiance gagnée. L'aéroport Charles de Gaulle, en cette matinée de mai, bourdonnait d'une agitation familière. Le balai des valises roulantes, des annonces en plusieurs langues, des regards nerveux et des gestes précipités constituaient le fond sonore d'un moment bien différent pour Yasmina. Elle se tenait droite, son passeport en main, devant la porte d'embarquement du vol en direction de Dubaï. Autour d'elle, des passagers affairés, des familles en vacances, des cadres pressés. Mais en elle, tout était calme. Elle jeta un dernier regard vers le hall vitré, observant le reflet flou de sa silhouette. Elle ne portait plus les vêtements modestes de l'anonymat. Son tailleur beige clair, choisi avec soin, n'avait rien d'ostentatoire, mais tout dans sa coupe, sa posture et sa démarche indiquaient qu'elle n'était plus une employée subalterne. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été en silence, une actrice centrale dans les dynamiques qu'elle comprenait mieux que beaucoup. Étienne arriva quelques instants plus tard, tirant un petit bagage à roulettes. Il la rejoignit, sans un mot, s'arrêtant à ses côtés. Ils échangèrent un regard complice. Aucun d'eux n'avait besoin de commenter la scène. Ils savaient ce qu'elle représentait. Ce n'était pas une évasion ni une fuite, encore moins un geste romantique précipité. C'était un déplacement stratégique, une mission, un prolongement naturel du travail accompli, une nouvelle phase dans leur collaboration, mais aussi peut-être dans quelque chose de plus intime qu'ils avaient à peine commencé à effleurer. Le projet qu'ils allèrent défendre à Dubaï n'était plus simplement une extension des activités du groupe. C'était un prototype de centre d'innovation interculturelle, destiné à servir de lien entre les univers économiques européens et moyen-orientaux, un projet ambitieux qui reposait sur l'analyse fine des dynamiques sociales, des habitudes de négociation, des codes implicites que Yasmina connaissait de l'intérieur. Et cette fois, elle n'y allait pas en tant qu'assistante ou voix officieuse. Elle y allait comme représentante officielle, comme partenaire stratégique. Alors qu'ils présentaient leur passeport à l'agent de la porte d'embarquement, celui-ci lut attentivement les noms, puis les valida d'un geste neutre. Rien dans son comportement ne trahissait la moindre surprise. Pour lui, ils étaient deux passagers parmi d'autres, deux noms sur une liste. Mais pour eux, ce moment scellait une transformation. Ce n'était plus l'homme riche et sa domestique, ni même le patron et sa consultante. C'étaient deux figures à égalité, chacune forte de son histoire, de ses blessures, de ses choix, deux volontés alignées. Ils s'installèrent côte à côte dans l'espace business de l'avion. Pas de conversation précipitée, pas de tension gênante. Étienne lut quelques notes sur sa tablette, tandis que Yasmina annotait à la main les dernières versions de leurs propositions. À l'extérieur, les pistes s'étendaient sous un ciel pâle. Puis l'avion commença son roulage, lentement, avant de s'élancer dans un grondement sourd. Une fois en altitude, Yasmina posa son stylo, ferma son carnet et regarda par le hublot. Les nuages se dessinaient comme un tapis cotonneux sous leurs pieds. Elle se tourna lentement vers Étienne. « Vous pensez qu'ils sont prêts à nous? Écoutez là-bas? Ils n'auront pas le choix, vous allez les obliger à écouter. » Elle sourit légèrement. Pas un sourire de triomphe, mais un sourire tranquille, celui de quelqu'un qui sait que sa place n'est plus contestable. Puis, sans prévenir,
Étienne tendit la main, doucement, comme pour vérifier une hypothèse silencieuse. Il ne chercha pas sa main, ne la prit pas avec autorité. Il la laissa là, ouverte, sur l'accoudoir partagé. Yasmina le regarda, puis regarda la main. Elle posa la sienne dessus, lentement, naturellement. Ce n'était pas un geste amoureux dans le sens classique. C'était un accord, un pacte, une reconnaissance mutuelle. Dans les dernières heures du vol, ils parlèrent peu. L'essentiel avait été dit autrement. À l'atterrissage, le soleil de Dubaï inonda la cabine d'une lumière chaude. L'aéroport, vaste et brillant, les accueillit dans un silence feutré. Ils marchèrent ensemble vers la sortie, leurs silhouettes côte à côte se reflétant dans les parois vitrées. Un journaliste local, prévenu de leur arrivée, attendait à l'extérieur. Il s'approcha avec un micro. « Madame Haddad, Monsieur Morel, pouvez-vous nous dire ce que vous venez faire ici exactement ?» Yasmina s'arrêta, regarda Étienne, puis répondit calmement. « Nous venons construire des ponts, non pas avec des mots creux, mais avec des actions concrètes, et cette fois nous le faisons sur un pied d'égalité, en pleine lumière. » Ils continuèrent leur chemin. Derrière eux, l'aéroport bruissait de 1000 sons. Mais dans leur marche, il y avait une cohérence rare, une direction claire. Ils n'étaient plus deux histoires parallèles. Ils étaient devenus, dans cette alliance nouvelle, le début d'une narration commune. Au moment de monter dans le véhicule qui les attendait, une caméra restée en retrait enregistra discrètement la scène. Étienne, sans théâtralité, prit à nouveau la main de Yasmina. Elle laissa faire. Elle sourit, légèrement, un sourire que seuls ceux qui avaient traversé l'injustice pouvaient vraiment comprendre. Et dans ce geste simple, presque furtif, le monde autour sembla ralentir, juste un instant.